De l'obscurité primordiale de l'œil de la terreur, tel un cauchemar prenant forme dans la réalité même, émerge ce que les chroniqueurs impériaux nomment avec effroi la flotte noire d'Abaddon. Cette manifestation de corruption et de puissance brute traverse la membrane séparant l'immatérium du monde réel, annonçant l'arrivée du destructeur. Dans les profondeurs tortueuses de l'œil de la terreur, Abaddon le fléau passe des siècles à forger des alliances, soumettre des seigneurs de guerre rivaux et rassembler une force d'une ampleur inégalée depuis la terrible hérésie d'Horus. Plusieurs centaines de vaisseaux répondent désormais à son appel. Une flotte titanesque, comprenant 7 cuirassés massifs, 13 croiseurs lourds lourdement armés, 23 escadrons de croiseurs rapides et mortels, et 30 escadrons d'escorte agiles. L'espace lui-même se déforme et gémit sous le poids de cette armada corrompue. Entre les coques des vaisseaux de guerre, les créatures démoniaques nagent librement dans le vide spatial, tels des poissons dans une mer empoisonnée. L'aura de cette flotte est si puissante que les instruments de navigation impériaux s'affolent à des années-lumière de distance, tandis que les astropathes préfèrent se donner la mort plutôt que de supporter la cacophonie psychique qu'elle génère. Contrairement à ses croisades précédentes, Abaddon évite l'attaque frontale. Avec une ruse digne du Seigneur du Changement lui-même, ses forces émergent simultanément de multiples points de sortie de l'œil de la terreur, contournant ainsi les défenses les plus solides de l'Imperium. Cette manœuvre brillante divise les forces impériales, qui tentent désespérément de colmater chaque brèche. L'offensive se révèle aussi rapide que dévastatrice. La première vague frappe le monde forteresse d'Elphanor, l'anéantissant en seulement 19 heures standard. La deuxième vague submerge le système de Makan, convertissant sa population et sacrifiant la planète au rituel du chaos. La troisième vague détruit les stations de défense d'Antecanis, ouvrant définitivement la voie vers Cadia. La progression vers Cadia s'avère inexorable. Comme une lance jaillit des profondeurs de l'œil de la terreur, la flotte noire traverse le secteur, laissant derrière elle un sillage de mondes en flammes et de stations spatiales réduites à l'état d'épaves dérivantes. Parmi cette masse grouillante de navires, certains se distinguent par leur taille monstrueuse et leur aura maléfique. Le Wheel of Eternity, forteresse noire équipée d'une arme capable de réduire une planète en poussière, fend l'espace comme l'épée d'un dieu maléfique. Le Terminus Est, vaisseau amiral du seigneur de la Death Guard, Typhus, pulse d'une énergie corrompue qui déforme la réalité à des milliers de kilomètres à la ronde. L'effet sur l'espace normal est aussi visible que perturbant. Les étoiles s'assombrissent sur le passage de la flotte, comme si la lumière elle-même répugnait à toucher ces vaisseaux maudits. Des tempêtes warp spontanées éclatent dans le sillage de l'armada, tandis que des pluies d'écorcheurs, ces créatures warp semblables à des sauterelles psychiques, s'abattent sur les mondes proches de sa trajectoire. Face à cette marée noire, les forces navales de l'Imperium se rassemblent avec une détermination désespérée. Les escadres entières sont détournées de leurs patrouilles habituelles, les flottes de réserve réactivées après des siècles d'inactivité. Pourtant, chaque engagement spatial se solde invariablement par le même résultat. Les vaisseaux impériaux réduits à l'état d'épaves flamboyantes, dérivant comme autant de témoignages silencieux de la puissance du chaos. Le temps lui-même semble accélérer, comme pressé d'assister à l'inévitable confrontation qui se prépare. Car tous les augures, toutes les projections tactiques, tous les oracles pointent vers une seule et même conclusion. La flotte d'Abaddon converge vers Cadia, l'ultime bastion, la forteresse défendant l'Imperium contre les horreurs de l'œil de la terreur depuis des millénaires. L'ombre de la flotte noire s'étend désormais jusqu'aux abords du système cadien, présageant la plus terrible des batailles.
Les destroyers ruches, infestés par les serviteurs de Nurgle, contiennent dans leur ventre distendu des milliers de guerriers du chaos maintenus en stase putride. À l'approche d'un monde cible, ces vaisseaux ouvrent leurs flancs comme des fleurs maléfiques pour déverser des essaims de torpilles vivantes et carnivores. Une myriade de transports démoniaquement possédés complète cette armada cauchemardesque. Ces navires plus petits, souvent d'anciennes frégates impériales, ont fusionné avec des entités warp qui les habitent comme des parasites. Leurs coques palpitent comme des organes vivants et leur système de navigation fonctionne par instinct prédateur plutôt que par calcul mathématique. La structure de commandement de cette flotte, défiant l'entendement, repose sur un équilibre précaire de terreur et d'ambition. Abaddon établit une hiérarchie aussi brutale qu'efficace. Les capitaines et amiraux conservent leur position par la seule force de leur volonté et de leur prouesse. Chaque jour dans la flotte voit son lot de mutineries sanglantes et de duels à mort sur les ponts de commandement. Ces conflits internes, loin d'affaiblir l'armada, la renforcent en éliminant les faibles. Cette unité apparente masque des rivalités ancestrales entre les différents cultes du chaos. Les adorateurs de cornes privilégient l'abordage direct et le combat rapproché, leur vaisseau étant équipé de puissants harpons et de rampes d'assaut. En orbite basse, ils lancent des pods d'assaut contenant leurs berserkers dans une pluie de métal rugissant. Les disciples de Tzeentch opèrent depuis des vaisseaux aux géométries impossibles, dont les salles des machines contiennent des bibliothèques infinies plutôt que des réacteurs conventionnels. Leurs navires se déplacent souvent en formation fractale, qui confondent les auspex impériaux. Les serviteurs de Slaanesh commandent des croiseurs aux lignes élégantes et mortelles, dont les systèmes de communication émettent des signaux capables de rendre fous les équipages ennemis. Les ponts de ces vaisseaux sont des palais de plaisir et de torture, où les prisonniers servent d'amusement et de nourriture. Les adeptes de Nurgle, pestilentiels et patients, pilotent des vaisseaux tombeaux, où la distinction entre métal corrodé et chair putréfiée devient floue. Leur tactique privilégie le siège prolongé et l'usure par contamination. Pour maintenir la cohésion de cette alliance volatile, Abaddon met en place un système d'otages et de serments de sang. Chaque seigneur de guerre doit céder ses lieutenants les plus précieux comme garantie de loyauté. Ces otages résident à bord du Vengeful Spirit, le vaisseau personnel d'Abaddon, dans un état entre la vie et la mort. Les missions de combat sont stratégiquement attribuées pour exploiter les affinités naturelles de chaque faction. Les stratèges impériaux interceptent des directives de guerre d'Abaddon, révélant comment il assigne des rôles spécifiques. Les forces de Nurgle infectent les systèmes de défense planétaires. Les disciples de Tzeentch perturbent les communications et les réseaux de surveillance. Les berserkers de Khorne servent de fer de lance pour l'assaut final, tandis que les serviteurs de Slaanesh extraient les informations des prisonniers. Dans le vide spatial, la flotte noire adopte des formations de combat qui défient toute logique militaire conventionnelle. Plutôt que les dispositions géométriques rigides privilégiées par la marine impériale, les vaisseaux du chaos évoluent en configuration fluide et organique qui rappelle le mouvement des prédateurs marins. La formation Croc de l'Ouroboros voit les vaisseaux se déplacer en spirale tourbillonnante qui se resserre progressivement autour de sa cible, chaque rotation amenant les bâtiments plus près, jusqu'à ce que l'objectif soit complètement encerclé dans une étreinte d'acier démoniaque. La terrifiante manœuvre du linceul des damnés consiste en un nuage dispersé de petits vaisseaux qui obscurcissent les senseurs ennemis, permettant aux plus gros bâtiments de s'approcher sans être détectés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Entre les vaisseaux de la flotte, l'espace lui-même se corrompt. Des tempêtes psychiques crépitent comme des orages électriques quand les différentes factions communiquent entre elles, créant des aurores boréales aux couleurs malsaines. Les étoiles s'assombrissent sur leur passage, comme si la lumière elle-même répugne à toucher ces navires maudits. Dans le sillage de cette armada démoniaque, l'espace demeure souillé pendant des années. Les phénomènes inexplicables, pluie d'étoiles filantes aux trajectoires impossibles, apparitions spectrales dans les transmissions Vox, éclosions spontanées de mutations parmi la faune locale,
afflige les mondes ayant eu le malheur de se trouver sur sa route. Les navigateurs impériaux constatent que même des années après le passage de la flotte noire, les courants du Warp restent agités et dangereux, comme si le tissu même de la réalité était irrémédiablement marqué par cette manifestation de puissance chaotique. Une terrible certitude s'impose aux stratèges impériaux. Cette flotte n'est pas simplement un outil militaire, elle est l'incarnation de la volonté destructrice d'Abaddon. Une arme forgée pour briser le dernier rempart de l'humanité contre les horreurs de l'œil de la terreur, Cadia. Dans la froide immensité spatiale entourant la planète forteresse Vigilatum, se déroule le premier véritable test de la puissance écrasante de la flotte noire. Ce monde fortifié, sentinelle avancée du secteur Cadian, est condamné dès l'instant où les augures détectent l'approche de l'ennemi. L'amiral Quarren, commandant la défense orbitale, déploie ses forces en formation lance de l'Empereur, une configuration classique optimisée pour concentrer la puissance de feu. 3 croiseurs impériaux, flanqués de leurs escorteurs, attendent stoïquement l'arrivée de l'armada du chaos. La mission des défenseurs n'est pas de vaincre, mais de mesurer la puissance ennemie. Un sacrifice conscient pour l'Imperium. Le premier contact est apocalyptique. Les cuirassés chaotiques émergent de la dissimulation Warp en formation d'assaut échelonnée. Leur silhouette monstrueuse déformant la lumière de l'étoile locale par leur simple présence. Les croiseurs impériaux ouvrent immédiatement le feu, leurs macro-canons crachant des salves rugissantes vers les intrus. Pendant 42 minutes, une éternité dans un combat spatial, la ligne défensive tient bon. Les écrans du vide des vaisseaux impériaux s'embrasent sous l'assaut incessant, tandis que leurs batteries ripostent vaillamment. Puis vient l'inévitable rupture. C'est à ce moment critique qu'apparaît le croiseur Astartes Sword of Retribution des Dark Angels, surgissant d'un bond warp précis à la lisière du système. Sans hésitation, le majestueux vaisseau vert sombre fonce directement vers le cœur de l'armada ennemie, ignorant les tirs qui martèlent ses flancs. Le maître de flotte Belisarius, vétéran de 3 siècles au service des Dark Angels, prend une décision aussi audacieuse que désespérée. Plutôt que de tenter de repousser l'invasion, il concentre tous ses efforts sur un seul objectif: gagner du temps pour l'évacuation des civils. L'engagement se déroule en 3 phases distinctes. Dans la phase d'approche initiale, le Sword of Retribution adopte une trajectoire directe vers le vaisseau amiral ennemi, forçant la formation du chaos à se disperser pour éviter la collision. Durant l'engagement principal, le croiseur Astartes concentre son feu sur les systèmes de propulsion ennemis, tandis que le chaos redirige 70% de ses batteries contre lui. La phase finale voit le vaisseau des Dark Angels tenter une manœuvre d'abordage contre le Harbinger of Doom, provoquant le déploiement d'escouades de Terminator du chaos. Le Sword of Retribution plonge au cœur même de la flotte ennemie, ses batteries latérales rugissant sans interruption. Ses torpilles plasma sèment chaos et destruction parmi les escorteurs adverses, créant momentanément une brèche dans la formation d'attaque du chaos. Le maître de flotte Belisarius transmet un dernier message aux défenseurs de Vigilatum, invoquant le lion et l'empereur, offrant leur sacrifice pour donner une chance de survie aux civils. Dans un acte d'héroïsme suprême, le croiseur Astartes déclenche une séquence de surcharge de ses réacteurs au moment où il percute le flanc du Harbinger of Doom, l'un des grands croiseurs de la flotte d'Abaddon. L'explosion qui s'ensuit est si violente qu'elle crée une rupture temporaire dans la formation d'attaque ennemie. Cette brèche permet l'évacuation d'environ 3 millions de civils, à peine un dixième de la population de Vigilatum. Mais chaque vie sauvée représente une victoire contre les plans du destructeur. Tandis que les navires d'évacuation fuient par les routes warp secondaires, la planète elle-même tombe sous les assauts implacables des forces du chaos. À des années-lumière de Vigilatum, un autre affrontement confirme la terrible efficacité de la flotte du chaos. L'Iron Graveyard, vaste champ de débris orbitaux résultant d'une ancienne bataille, devient le théâtre d'une tentative désespérée de résistance impériale.
L'amiral Craneus, vétéran coriace aux états de service légendaires, élabore un plan aussi ingénieux que téméraire. Dissimulant sa petite flotte de frappe parmi les épaves millénaires, il attend patiemment le passage de l'une des divisions de la flotte noire. Les senseurs impériaux détectent bientôt une formation de vaisseaux du chaos traversant le champ de débris, principalement des escorteurs et quelques croiseurs légers, probablement en mission de reconnaissance ou de harcèlement. Craneus patiente, immobile, tandis que les navires ennemis s'enfoncent plus profondément dans le piège. L'affrontement débute par une manœuvre que les tacticiens impériaux surnomment plus tard la danse de Craneus. L'activation simultanée des propulseurs de centaines d'épaves spatiales. Ces masses métalliques inertes se transforment soudain en projectiles improvisés, prenant totalement par surprise l'avant-garde chaotique. Les vaisseaux impériaux jaillissent alors de leur cachette, leurs batteries crachant la mort à bout portant. Le plan de Craneus fonctionne à la perfection. Dans la confusion initiale, 3 escorteurs et un croiseur léger du chaos sont détruits avant même d'avoir pu riposter. L'Iron Graveyard, simple cimetière de vaisseaux, devient un piège mortel où, pendant quelques glorieuses minutes, les forces impériales deviennent les prédateurs et non les proies. La flotte de Craneus exécute une série de manœuvres complexes entre les débris, utilisant leur masse comme bouclier improvisé tout en maintenant un feu nourri. Le vaisseau amiral de Craneus, le croiseur Emperor's Vengeance, montre l'exemple, ses macro-canons réduisant en miettes un destroyer du chaos dont la coque se brise en deux sous l'impact. Cette victoire est aussi brève que coûteuse. Les forces du chaos démontrent leur capacité d'adaptation en déployant une escouade de bombardiers démons qui contournent le champ de débris pour attaquer les vaisseaux impériaux par l'arrière. Le Storm of Redemption, frégate légère de classe Firestorm, est le premier à succomber. Sa section arrière désintégrée par une salve concentrée de torpilles Warp. Puis vint le tour du Righteous Fury, dont les réacteurs explosent dans une boule de plasma bleutée qui illumine brièvement tout le champ de débris. Craneus, comprenant que la situation se détériore rapidement, ordonne une manœuvre désespérée, la lance brisée, tactique de dispersion maximale où chaque vaisseau survivant doit fuir dans une direction différente. Son dernier ordre invoque la protection de l'empereur et évoque des retrouvailles soit à Cadia, soit dans la lumière impériale. Sur les 9 vaisseaux impériaux initialement engagés dans l'embuscade, seuls 3 parviennent à s'échapper. L'Emperor's Vengeance n'est pas de ceux-là. Craneus dirige son navire endommagé vers le cœur de la formation ennemie, déclenchant sa surcharge des réacteurs au moment où les vaisseaux du chaos se massent pour l'intercepter. L'explosion cataclysmique qui s'ensuit détruit 2 autres navires ennemis et en endommage plusieurs autres, offrant ainsi aux survivants impériaux une chance de fuir. Dans le système Praxides, la nature elle-même semble se dresser contre les défenseurs impériaux. Les vastes nuages gazeux qui entourent la 4e planète, connue sous le nom de brume de Praxides, rendent les senseurs conventionnels pratiquement inutiles. Le commodore Vetran, commandant la station de défense orbitale Praxides Primus, est alerté de l'approche de l'ennemi non par ses augures, mais par la folie soudaine qui s'empare des astropathes de la station. Les Sea Psychers se mettent simultanément à hurler avant de s'arracher les yeux. Vetran déploie immédiatement sa modeste flotte défensive dans les brumes, espérant que la couverture gazeuse masquera leur infériorité numérique. Pendant 3 jours standards, un jeu mortel du chat et de la souris se déroule dans ces nuages vénéneux, les vaisseaux impériaux et chaotiques se traquant mutuellement, ne se révélant que brièvement lors d'échanges de tirs fugaces. La nature véritable de cette bataille prend une tournure cauchemardesque lorsque les premiers rapports d'abordage parviennent à Vetran. Des créatures qui ne devraient jamais pouvoir survivre dans le vide spatial s'attachent aux coques des vaisseaux impériaux, déchirant le métal de leurs griffes warpiennes pour s'introduire à l'intérieur. Les écorcheurs du vide, ainsi que les équipages terrifiés les nomment, sont des manifestations démoniaques capables d'exister dans le vide. Translucides et pratiquement indétectables, ces prédateurs warp se déplacent en essaim entre les vaisseaux du chaos et leurs cibles. Le destroyer Light of Terra est le premier à tomber.
Son équipage entièrement massacré en moins d'1 heure après la brèche initiale. Les enregistrements Vox transmis depuis le vaisseau avant sa destruction totale révèlent l'horreur indicible vécue par l'équipage, qui rapporte voir les ombres des créatures à travers le métal même des cloisons. En l'espace de 52 heures standard, la totalité de la flotte défensive de Praxidès est anéantie, non par des armes conventionnelles, mais par ces hordes de créatures démoniaques. La station Praxidès Primus elle-même est le dernier bastion à tomber, ses défenseurs luttant corridor après corridor contre les abominations qui envahissent leur quartier. Ces premiers affrontements, aussi héroïques que désespérés, révèlent une vérité glaçante aux stratèges impériaux. La flotte noire d'Abaddon ne se contente pas d'une supériorité numérique ou technologique écrasante. Elle bénéficie également d'armes et de créatures défiant toute compréhension rationnelle. Les données tactiques recueillies durant ces batailles sont transmises à Cadia à un coût incommensurable en vie humaine. Chaque navire détruit, chaque station tombée permet d'acheter quelques heures précieuses pour renforcer les défenses du dernier bastion de l'humanité. Dans les salles de commandement de Cadia, les officiers supérieurs étudient avec une intensité fébrile les enregistrements de ces premiers affrontements, cherchant désespérément une faiblesse dans cette marée noire qui progresse inexorablement vers eux. Ils n'en trouvent aucune. La seule certitude qui émerge est que la flotte noire ne représente pas simplement une force militaire conventionnelle. Elle est la manifestation physique d'une volonté implacable, celle d'Abaddon le Destructeur, déterminé à accomplir ce que même Horus a échoué à réaliser, la destruction complète de l'impérium de l'humanité. La flotte d'Abaddon progresse vers Cadia telle une marée noire engloutissant inexorablement tout sur son passage. Contrairement aux précédentes croisades noires qui privilégiaient la conquête et la corruption, le Destructeur opte cette fois pour une approche de destruction totale. Chaque monde, chaque station, chaque avant-poste impérial rencontré sur sa route n'est pas simplement vaincu, il est annihilé jusqu'à ses fondations. Les observateurs impériaux, terrifiés par cette progression dévastatrice, baptisent ce mouvement la marche des cendres. Un nom poétique mais inapproprié pour décrire l'horreur méthodique qui s'abat sur le secteur cadian. Parmi les victimes de cette avancée implacable, 3 planètes impériales se distinguent par la brutalité particulière de leur destruction. Sur Cantrael, monde forge mineur produisant armements légers et munitions, la destruction prend une forme particulièrement méthodique. Après un bombardement orbital qui neutralise les principales défenses, la flotte noire déploie des équipes d'extermination spécialisées, non pour conquérir, mais pour transformer l'environnement même en armes. Des conclaves de sorciers du chaos établissent un réseau de pylônes ritualistes qui, une fois activés, provoquent une réaction en chaîne dans la croûte planétaire. En l'espace de 3 jours terrestres, les océans de Cantrael bouillonnent d'un liquide qui n'est plus de l'eau, mais un fluide corrosif chargé d'énergie warp. Agrippina Prime, centre administratif crucial pour les communications et la logistique, connaît un sort différent, mais tout aussi terrible. La flotte du chaos ne perd pas de temps en bombardement conventionnel. 3 énormes conteneurs sont largués depuis l'orbite haute, s'écrasant dans les 3 principales métropoles de la planète. Ces cadeaux d'Abaddon contiennent une souche virale conçue par les biologistes de Nurgle, un agent pathogène qui transforme rapidement la chair en substance cristalline semi-consciente. En moins de 72 heures standard, 90% de la population est soit morte, soit métamorphosée en créatures cristallines qui attaquent les survivants. La destruction d'Ultor Secundus, base de ravitaillement et d'entraînement, démontre la maîtrise technique terrifiante dont dispose la flotte d'Abaddon. Plutôt que d'engager directement les importantes défenses orbitales de ce monde garnison, le Destructeur choisit une approche indirecte. Une escadre spécialisée de navires du chaos, comprenant le cuirassé Eternity of Pain, se positionne autour de la plus petite des 2 lunes d'Ultor. Utilisant une combinaison de technologies Xenos interdites et de rituels warp, ils parviennent à déstabiliser l'orbite lunaire. L'impact qui suit est si violent qu'il est visible comme une nova temporaire depuis des systèmes stellaires distants de plusieurs années-lumière. Ultor Secundus n'existe plus.
Seul un champ d'astéroïdes occupe désormais son orbite. Parallèlement à cette stratégie de destruction, Abaddon déploie une tactique encore plus insidieuse. À des points précis de sa progression, la flotte du chaos s'immobilise brièvement pour permettre l'exécution de rituels psychiques massifs. Ces cérémonies abominables, dirigées par les plus puissants sorciers des différentes légions traîtresses, ont un objectif stratégique crucial: créer des tempêtes warp artificielles sur les routes principales menant à Cadia. Cette stratégie révèle le génie militaire d'Abaddon. Non content de détruire les mondes qui pourraient servir de point de ravitaillement ou de base d'opération pour les renforts impériaux, il rend littéralement impossible l'arrivée de ces renforts en perturbant la navigation warp elle-même. Les effets de ces tempêtes warp sont dévastateurs. Les convois de ravitaillements impériaux se retrouvent soit perdus dans les courants du warp, soit forcés d'emprunter des routes secondaires bien plus longues. Les astropathes de tout le secteur souffrent d'interférences massives, rendant la coordination des forces défensives presque impossible. Plusieurs flottes de secours, dont celle du sous-secteur Agrippina, sont entièrement perdues en tentant de traverser ces barrières psychiques. Au-delà de sa stratégie militaire, Abaddon démontre une maîtrise consommée de la guerre psychologique. Chaque monde est détruit d'une façon différente. Chaque atrocité semble calculée non seulement pour son efficacité tactique, mais aussi pour son impact sur le moral ennemi. Lorsque les défenseurs de Cadia interceptent les images de la destruction d'Ultor Secundus, monde réputé imprenable, l'effet sur le moral est dévastateur. Comment résister à un ennemi capable de transformer des lunes en armes? Comment maintenir l'espoir face à des adversaires qui ne cherchent même pas à conquérir, mais simplement à annihiler? À mesure que la flotte noire avance, les stratèges impériaux tentent désespérément de discerner un schéma, une faiblesse dans ce mouvement apparemment implacable. Les augures et astropathes mesurent avec une précision croissante la vitesse de progression de l'armada du chaos. Les calculs sont sans appel. En maintenant sa cadence actuelle, la flotte d'Abaddon atteint l'orbite de Cadia en exactement 37 jours standards. Les défenseurs de la forteresse planétaire, conscients de ce compte à rebours, redoublent d'efforts pour renforcer leur position. Les anciennes prédictions des oracles de l'Adeptus Astra Telepathica résonnent dans les salles de commandement. Cadia restera debout ou tombera, mais son sort scellera celui de l'Imperium tout entier. À 3 semaines de son arrivée prévue dans le système cadian, la flotte d'Abaddon adopte une nouvelle formation qui déconcerte les observateurs impériaux. Plutôt que de progresser en un bloc compact, l'armada se divise soudainement en 8 tentacules distincts qui s'étendent dans différentes directions, tout en maintenant leur progression générale vers Cadia. Cette manœuvre du Kraken, comme la nomment les tacticiens impériaux, sert plusieurs objectifs stratégiques. Élargir le front d'attaque pour surcharger les systèmes de défense périphériques. Rendre impossible toute prédiction précise du point d'entrée principal dans le système cadian. Permettre des frappes simultanées contre les multiples couches de défense orbitale et multiplier les angles d'approche pour compliquer la coordination défensive. Le seigneur amiral Ravensburg, commandant la défense navale du secteur, comprend avec une clarté glaçante que ce n'est pas une flotte qui s'approche, mais 8 flottes, chacune capable de mettre à genoux un système stellaire entier. Abaddon ne laisse aucune marge d'erreur. Même si les défenseurs parviennent à arrêter 7 de ces tentacules, le 8e pourrait suffire à percer leur défense. À 10 jours standards de l'arrivée prévue dans le système cadian, les premiers éléments avancés de la flotte du chaos font leur apparition. Il ne s'agit pas de vaisseaux conventionnels, mais de phénomènes aussi inexplicables qu'inquiétants. Des nuées d'écorcheurs warp précèdent l'armada, comme des insectes annonçant l'arrivée d'une tempête. Des anomalies gravitationnelles inexplicables perturbent les orbites des corps célestes périphériques du système cadian. Des fantômes psychiques, échos de massacres passés ou futurs, apparaissent spontanément sur les mondes forteresses extérieures, et les communications Vox sont parasitées par des murmures et des cris qui semblent provenir de nulle part. Ces manifestations n'ont pas seulement un impact tactique en perturbant les systèmes de défense,
Elles exercent une pression psychologique constante sur les défenseurs, érodant lentement leur détermination et semant le doute dans leurs esprits. Tandis que les jours fatidiques s'égrènent, une constatation terrifiante s'impose aux défenseurs. Même les étoiles semblent s'assombrir sur le chemin emprunté par la flotte du chaos. Les observatoires impériaux capturent des images montrant que la lumière elle-même paraît diminuer d'intensité dans le sillage de l'armada d'Abaddon, comme si la présence même de cette concentration de pouvoir chaotique altère les lois fondamentales de la physique. Les astropathes de Cadia rapportent des sensations de froid et d'obscurité grandissantes, comme si un voile est progressivement tiré entre eux et l'Astronomicon, le phare psychique de l'empereur qui guide tous les navigateurs impériaux à travers le warp. Au commandement impérial, les autorités tentent de maintenir le moral en rappelant la devise ancestrale de Cadia. La planète cédera avant la garde. Mais dans l'immensité glacée du vide, alors que les scanners à longue portée détectent désormais clairement l'avancée des 8 tentacules de la flotte noire, une question terrible hante tous les esprits. Et si cette fois, Cadia cédait vraiment ?